La première tasse actu, Fatkine, que nous démarrons avec le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 qui a été dissous sur décret présidentiel. Les archives, les biens meublés, immeubles, les véhicules, ainsi que le matériel mis à la disposition du comité de suivi de Force Covid-19 donc seront transférés au secrétariat général de la présidence de la République. C'est ce qu'on peut lire dans ce décret. Le président Macky Sall, rappelons-le, avait pris ce décret numéro 2020-965 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, appelé Force Covid-19, pour une enveloppe de 1000 milliards de francs CFA. Abdoulaye Wade prêt à mettre à la disposition de l'ancien président guinéen Alpha Condé sa maison assise sur la corniche ouest à Dakar pour un retrait momentané. Ce dernier est optimiste car il se laisse convaincre que le président Macky Sall n'y verra pas d'inconvénient. Il l'a fait savoir dans une note rendue publique par la cellule de communication du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais. Alors, Chérif, il y a des anciens présidents qui viennent vivre ici au Sénégal après un coup d'État. Ce n'est pas une première. Oui, ce n'est pas une première. On a vécu ça récemment justement avec Hissène Habré qui a même été inhumé au Sénégal, tout comme Amadou Ahidjo du Cameroun. Donc le Sénégal aussi, c'est un pays de la Teranga comme son nom l'indique. Alpha Condé également, ancien président de la Guinée qui connaît bien le Sénégal parce que du temps où il était dans l'opposition, il a plusieurs fois séjourné au Sénégal, défendu par des avocats sénégalais, la société civile sénégalaise. Donc ce n'est pas une première. Ce souhait d'Abdoulaye Wade quand même qui est un geste de sagesse, mais il faut dire que ça ne relève pas peut-être de la volonté de Condé de venir ou pas, parce que n'oublions pas que récemment la junte avait décidé quand même de mettre Alpha Condé en sous résidence surveillée. Donc la junte avait dit niet à un exil de Alpha Condé malgré la demande de la CEDEAO avec les deux présidents qui se sont rendus récemment en Guinée. Il s'agit de Traoré, du président ivoirien, également du président ghanéen, les deux chefs d'État quand même qui se sont rendus là-bas pour demander à la jeune peut-être de permettre à Alpha Condé peut-être de s'exiler, aller vivre dans un pays de son choix. Mais je pense que la junte avait dit niet et décidé quand même de mettre le président Condé sous... Oui, mais quand même, il faut souligner que c'est un secret de polichinelle. Les relations entre Condé et le président Macky Sall n'étaient pas au beau fixe, même si Abdoulaye Wade a soutenu qu'il a mis en si dans sa demande. Oui, bien sûr. Tout dépend également du président Macky Sall. S'il souhaite que Condé vienne vivre au Sénégal, il faut dire que comme Alpha Condé a joué un grand rôle dans le raffermissement des relations entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, parce que lors de la campagne présidentielle de 2019, Abdoulaye Wade était venu ici avec la ferme volonté peut-être même de perturber le scrutin en demandant aux jeunes d'aller brûler les urnes, etc. Mais Condé quand même l'avait invité à Conakry, a mis à sa disposition un jet privé. Lorsque Wade est retourné, quand même, il a un peu mis de l'eau dans son sac, comme on dit, et le scrutin s'est bien déroulé. Je pense que par devoir de reconnaissance, peut-être il a demandé à son ami de venir vivre ici et il mettra à sa disposition son domicile ici sur la corniche de Dakar. Alors, nous suivrons justement les développements de cette affaire. Du nouveau dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale pour une procédure de levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans cette affaire. Un pas de plus pour la lumière plutôt dans cette affaire. Explication dans ce récit signé Aminata Baresso. À la une des journaux ces dernières 24 heures, le dossier du trafic présumé de passeports diplomatiques atterrit à l'hémicycle. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a saisi le président de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire des députés cités dans cette affaire. À l'Assemblée nationale, la procédure devrait être déclenchée dans les heures à venir. L'ouverture d'une session ordinaire unique prévue le 14 octobre. Le bureau devrait ensuite traiter le dossier après installation
l'installation des commissions parlementaires. L'un des complices des députés cités, en l'occurrence El Hadj Djadji Kondé, est placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet au cours du mois de septembre. L'affaire a éclaté suite à une plainte déposée par une Guinéenne et une Sénégalaise. Voilà, toujours à propos de ce dossier, les avocats des deux activistes de Y'en a marre, Simon et Kilifeu, ont déposé une demande de liberté provisoire. Simon et Kilifeu ont fait face ce mardi au juge d'instruction dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Maître Moussa Sarr, qui fait partie du pool d'avocats, s'en explique au micro d'Habib Faye. Kilifeu et Simon ont été entendus sur le fond de l'affaire. Autrement dit, le juge d'instruction les a entendus sur les faits qui leur sont reprochés. Mais l'instruction étant couverte du secret de l'instruction, je ne pourrais pas entrer dans les détails de cette audition. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'audition s'est passée dans d'excellentes conditions, dans un climat de sérénité. Nos clients ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées. Et au regard de l'audition, il ne fait aucun doute que l'ensemble des infractions qui sont retenues à leur encontre ne reposent sur aucun fondement juridique. D'ailleurs, à la fin de l'audition, nous avons introduit des demandes de liberté provisoire et nous attendons la suite qui leur sera réservée. Trafic de migrants à l'AIBD, le policier et ses 5 complices placés sous mandat de dépôt. Les avocats de la défense dénoncent la procédure de l'enquête de la gendarmerie et l'attitude du procureur de Mbour. Ils demandent l'annulation du procès verbal qui, selon eux, ne respecte pas les droits des personnes arrêtées. Explication dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mandi Koundia et ses 5 supposés complices placés sous mandat de dépôt. La défense dénonce l'attitude du procureur d'Ombourg et du gendarme enquêteur. Pourquoi publier des procès-verbaux dans la presse alors que les avocats constitués et le juge d'instruction qui doit instruire à charge et des décrets n'a même pas encore pu prendre connaissance du dossier? Ça, c'est une violation grave des droits de la défense. Et ça ne doit plus avoir cours dans notre pays, surtout en ce 21e siècle. Les avocats de la défense estiment que les droits de leurs clients ont été bafoués. Ils veulent l'annulation du procès verbal et comptent s'ouvrir au bâtonnier de l'ordre des avocats. Aucun des avocats constitués pour les 6 personnes qui comparaissent aujourd'hui devant le juge d'instruction, malgré leur demande, n'a pu avoir l'assistance d'un avocat. Nous estimons que les enquêteurs ont violé en l'espèce de façon flagrante les dispositions prévues par le règlement 5 de l'UEMOA. Nous allons poursuivre l'annulation de ce procès verbal jusque devant la chambre d'accusation et nous allons informer le bâtonnier de l'ordre des avocats de toutes les violations et de tous les manquements et le manque de respect notoire qui a encadré cette procédure d'enquête. Ils ajoutent que toutes les accusations contre leurs clients sont fausses. Mandikou n'a jamais trempé dans des affaires de migrants, n'a jamais trempé dans des affaires d'escroquerie et tout ce qui a été rapporté procède, de mon point de vue, d'une vaste manipulation. D'après nos sources, les 6 personnes arrêtées dans cette affaire de trafic de migrants à l'AIBD seront entendues sur le fond du dossier dans 2 semaines. Puis les lanceurs d'alerte se sentent persécutés par les États en Afrique. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre justement à la maison des lanceurs d'alerte. C'était hier. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye. Lanceurs d'alerte, un concept nouveau en Afrique francophone. Le cerner devient un objectif. Les lanceurs d'alerte sont souvent traqués, emprisonnés, parfois même tués. Pour une meilleure organisation, ils se sont rencontrés à la maison des lanceurs d'alerte de Dakar pour échanger. Le lanceur d'alerte est l'élément essentiel dans la lutte contre la corruption et dans la lutte des nuisances à l'intérêt général. Souvent, on assimile le lanceur d'alerte qu'à des cas de corruption. Alors qu'aujourd'hui, nous avons vu des lanceurs d'alerte sur l'environnement. Nous avons vu des lanceurs d'alerte sur les bouillons. Heureusement, les États africains prédateurs, j'insisterai bien, traquent les lanceurs d'alerte parce qu'ils les considèrent comme des menaces à la poursuite de leurs œuvres macabres. Et je ne parlerai pas des États parce que ce sont des systèmes qui s'imbriquent à des États, qui sont entretenus par des hommes politiques, qui considèrent des lanceurs d'alerte comme des personnes à abattre. Pourtant, le développement du continent peut bien passer par eux.
malgré les difficultés rencontrées. Les lanceurs d'alerte veulent que ce système puisse changer parce que de plus en plus que les gens prendront conscience de leur rôle du travail, de plus en plus qu'un menuisier qui fait son travail le fera correctement, de plus en plus qu'un pharmacien fera correctement son travail. C'est comme ça que l'Afrique se développera. On a vu les Luanda Papers, on a vu les Wikileaks, tout ça, c'est le travail des lanceurs d'alerte. C'est correct, il se trouve juste qu'en Afrique et surtout au Sénégal, on ne connaît pas ces genres de travaux. Aujourd'hui, il y a des leaks qui concernent le Sénégal et qui sont sortis par des lanceurs d'alerte. Plusieurs révélations ont été faites lors de ces échanges. La plus saillante est le trafic de bois au Sénégal. Presque 10 000 conteneurs sont exportés via le port de la Gambie et de Dakar. Éducation à présent, l'impact du privé dans l'enseignement de plus en plus important au Sénégal. Des acteurs en appellent même à la subvention du privé au moment où le public rencontre d'énormes difficultés. La problématique a été abordée dans un cadre d'échange organisé par la COSIDEP, compte rendu signé par Faraning et Diafaraba. De plus en plus, l'éducation au Sénégal tend vers la privatisation. Les établissements privés deviennent plus nombreux, un phénomène qui a un impact réel sur l'enseignement et le système éducatif sénégalais. La situation actuelle aujourd'hui, c'est qu'on a une propension donc assez rapide des établissements privés. Aujourd'hui, on a vu selon le RNSE 2019 qu'au niveau donc, des effectifs, au niveau du primaire, c'est 16,8%. Au niveau du moyen, c'est 18,8%. Au niveau des établissements scolaires, en termes d'établissements bâtis, il y a une forte propension aussi du privé. Donc c'est autour de 15% au primaire, c'est autour de 42% au préscolaire et c'est autour de 15% au moins. Donc ce qui montre aussi bien à travers les établissements et à travers les effectifs qu'il y a une propension donc galopante de la privatisation de l'éducation au Sénégal. Une problématique à remédier, d'où la nécessité de réguler ces établissements privés. Qui devrait se faire sur la base de textes législatifs et réglementaires, qui existent bien, on les a évoqués, mais qui ne sont pas souvent appliqués avec toute la rigueur qu'il faut. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a des aspects sur lesquels l'État, effectivement, n'intervient pas. Par exemple, la question des montants, des inscriptions, des frais de scolarité, des frais d'écolage, etc., qui sont souvent des coûts qui grèvent les dépenses des parents d'élèves même, et qui excluent aussi certains. De ce fait, les acteurs s'interrogent sur la nécessité de subventionner ces structures privées. Au moment où nous peinons à avoir un minimum de conditions de performance au niveau de l'espace public, cela nous interpelle, nous interpelle parce que c'est des ressources publiques qui sont destinées à appuyer, à soutenir des entreprises privées qui ont pour vocation d'être dans une dynamique de marchandisation de l'éducation. Nous ne jetons pas la pierre au privé, mais nous disons que c'est une interpellation en termes de nécessité de s'arrêter pour réfléchir la problématique. Dans un cadre de réflexion, les experts ont échangé sur plusieurs thématiques dont les conclusions et les recommandations seront synthétisées dans un rapport sur le thème « La privatisation de l'éducation au Sénégal ». Et puis les Lions du Sénégal qui préparent leur troisième sortie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils ont effectué hier leur deuxième séance d'entraînement. C'était sans Sadio Mané et Sénidia. On voit cela avec Habib Faye. 22 Lions ont participé au premier galop d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal au stade Lat Dior de Thiès. Parmi eux, les deux nouveaux sélectionnés, le défenseur latéral Bouna Sarr et l'attaquant Bamba Dieng. Une longue séance terminée par une opposition 10 contre 10. Sénidia, le troisième gardien de l'équipe nationale, est resté à l'hôtel, alors que Sadio Mané est attendu à Dakar cette nuit. Ils vont participer peut-être au galop d'entraînement du mercredi qui sera à huis clos comme celui du jeudi. Les Lions préparent leur confrontation avec la Namibie de ce samedi 9 octobre à partir de 19h au stade Lat Dior de Thiès. Voilà, Sadio Mané donc, qui a rejoint à la tanière, c'était cette nuit. L'international sénégalais de Liverpool donc, va essayer d'aider ses coéquipiers à faire le plan pour les 3 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde avant le match retour contre cette même équipe namibienne. Le Sénégal donc qui pourrait assurer sa qualification à l'issue de cette double confrontation.
Et puis un mot sur l'international, le Mali, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, qui a convoqué l'ambassadeur de la France au Mali suite aux propos qu'il qualifie dynamico et désobligeants tenus par Emmanuel Macron, le président de la République française, sur les institutions de la République du Mali. Le ministre donc a signifié aux diplomates français l'indignation et la désapprobation du gouvernement du Mali et élevé une vive protestation contre ces propos regrettables qui sont, dit-il, de nature à nuire au développement des relations amicales entre les deux nations. Voilà, Fatou Kiné Dème, c'était là l'essentiel de la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup en tout cas, cher Tidiane Diao. Une bonne tasse en tout cas, actu. Et nous attendons Mortala. Il sera là tout à l'heure également pour la une des journaux. Il est déjà là, je pense, Mortala. Bon, voilà. Tu peux venir, Mort. Il est en train d'arriver. Il n'y a pas de souci, allez-y. Il prenait son café au chaud. Oui. Ça, c'est sûr. Mortala, bonjour. Ça va, ça se passe bien. Ouais, bonjour Fatou Kiné Dème, bonjour Chérif, bonjour le Barcelonais. Très joli bazin. Bon, merci Fatou Kiné. Couleur grise. Ravi d'être là et voilà pour présenter la une des journaux du jour. Diao, autant pour moi. Chérif, tu as quelque chose à dire avant de démarrer la une des journaux? Je revendique toujours sa barcelonité. Mais beaucoup quand même sont en train de quitter le navire Barcelona. Mais ce n'est pas une seule défaite, bien 2, 3 défaites qui vont nous faire quitter le navire, jamais. Mais beaucoup sont en train de quitter quand même le navire. Ça, c'est les faux supporters. C'est la débandade, quoi. C'est la débandade. C'est les faux supporters. Ça va. Voilà, tout de suite, nous allons passer à la une des journaux avec Mortala Gaye.